Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de France. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée, les coureurs au top, le bilan des bleus, les flops, on parlera du résumé également de cette étape. Et puis on regardera également les différents classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis, plus vous cliquez vite sur une notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On va essayer de faire un point sur le Tour d'Italie femmes. J'espère demain, voilà, ça c'est mon objectif, donc de faire le débrief de la première étape du Tour d'Italie féminin, d'avoir un décalage de 24 heures, on va dire, du côté du Tour d'Italie féminin, mais ça ne va pas être facile parce que c'est sûr que ça serait plus simple si le Tour d'Italie féminin serait pas en même temps que le Tour de France. C'est sûr que ça serait plus simple. J'ai vu le chrono, mais voilà, pour faire un débrief de ce chrono, ça prend un petit peu de temps de montage notamment et d'encodage et il y a quand même une petite priorité sur le Tour de France, malheureusement, qui fait plus d'audience que le Tour d'Italie féminin. Mais voilà, mon objectif c'est de faire les deux courses en parallèle, donc je vais essayer de m'y tenir. Bon, on commence tout de suite avec ce Tour de France 2025, étape numéro 2. Étape, on n'a pas eu de surprise en fait sur cette journée. Les favoris sont devant. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont vraiment perdu du temps, à part deux qu'on ciblera de manière un peu plus importante lors des bonnets d'âne. Ça a été une journée, on va dire, assez calme de ce côté-là. Il n'y a pas eu vraiment de soucis. Avant de commencer par le résumé, on va commencer par la mauvaise nouvelle du jour. La mauvaise nouvelle du jour, elle nous vient de la Cofidis qui a été cambriolée pendant la nuit. 11 vélos qui ont été récupérés, le camion qui a été ouvert, le camion de la Cofidis. Ça arrive maintenant même sur le Tour de France, ça fait depuis quelques années maintenant que ça arrive sur le Tour de France. Avant c'était quand même plutôt sur les plus petites courses. Alors est-ce qu'il faut renforcer la sécurité sur les hôtels? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut qu'ASO renforce sa sécurité? Peut-être. Mettre des agents de sécurité dans les hôtels où il y a des équipes cyclistes. Parce que c'est quelque chose qui arrive désormais chaque année. On a des équipes qui se font cambrioler. Et avant, c'était par exemple sur l'Étoile de Bessèges, sur des courses un peu plus modestes. Maintenant, on le sait, ça arrive également sur des grandes courses, et notamment sur le Tour de France. Alors, pour quelles raisons on cambriole des équipes cyclistes? Les vélos. Les vélos valent extrêmement cher actuellement. On est sur plus de 20 000 euros. Donc autant vous dire que c'est plus que le prix de beaucoup de voitures. C'est plus intéressant aujourd'hui de voler un vélo de l'équipe Cofidis, d'en voler 11. Si vous calculez 11 fois 20 000 euros, ça fait une très belle somme en termes de pactole. Et c'est moins risqué que d'aller voler une voiture de rallye par exemple. Donc oui, je pense qu'il va falloir augmenter la sécurité. On a des vélos qui coûtent de plus en plus cher. Maintenant, les vélos coûtent vraiment une blinde. Quand ils ont en plus des peintures particulières, c'est vraiment assez exceptionnel. Alors là, du côté de la Cofidis, si les voleurs sont pas très intelligents, il y a un des vélos qui a les couleurs du maillot à pois. Donc autant vous dire que quand celui-là va être repéré sur des sites de vente, s'il arrive sur des sites de vente, si les voleurs ne sont pas très malins, lui, on risque de le retrouver facilement et de remonter les gens qui ont commis ce cambriolage. Mais forcément, ça perturbe l'organisation de l'équipe. C'est arrivé à la Total Energy, je crois l'an dernier, de se faire cambrioler les vélos. C'est toujours un problème parce que ils ont volé Oscar, mais ça veut dire que tu es obligé d'utiliser des vélos de secours. Des vélos qui sont pas forcément ceux que tu avais prévu d'utiliser dans la journée. Il faut que les mécanos
refasse des roues, refasse plein de matos. Il faut réacheminer des vélos dans le camion atelier du Tour de France. Donc il faut mettre en place une logistique du côté de l'équipe. Et ça, forcément, ça a un coût financier. Cofidis, c'est pas le plus gros budget. Donc c'est de l'argent qu'on pourra pas mettre peut-être qu'on pourra peut-être pas payer certains assistants, avoir des assistants supplémentaires sur certaines journées de compétition, ou soit on pourra pas payer le chef par exemple. Donc c'est le chef cuistot sur certaines courses. Donc c'est toujours un petit peu embêtant quand ça arrive, et surtout quand ça arrive à des plus petites équipes comme l'an dernier on avait eu la Total. On espère que du côté d'ASO, on mettra en place des choses pour éviter que ça se reproduise. Bon, on commence par le résumé de cette étape. Étape numéro 2, départ qui a été décalé également d'un quart d'heure parce que le lieu où les bus devaient être parqués avant le début de l'étape était humide à cause de la pluie intense des 15 à 12 dernières heures. Donc ça a pris beaucoup de retard. La EF était dans les bouchons parce que c'était pas une grosse commune. On partait pas de Douai, on partait de Lovin-Planck. Donc c'était pas une grosse commune. Donc c'est sûr que pour faire ressortir tous les véhicules ou faire entrer les véhicules, c'est pas toujours évident quand il y a 2-3 accès à la commune. Moi je me souviens notamment quand j'avais vu l'étape du Tour à Saint-Fargeau, ça remonte désormais. Saint-Fargeau c'est une petite commune, hein, je sais même pas s'il y a 1500 habitants ou 2000 habitants à Saint-Fargeau. Et les infrastructures étaient pas faites pour ça. Je me souviens ils avaient garé des bus, je crois le long de la route. Il y avait des voitures qui étaient garées dans un champ, tout simplement, à la sortie de la commune, et c'était un petit peu le bazar, voilà, pour tout vous dire. Et je pense que ce jour-là, les coureurs avaient mis du temps à rentrer dans leurs hôtels, surtout que dans Lyon, les hôtels de qualité, c'est pas ce qu'on a le plus. Donc, bien, ça a pris un petit peu de retard, un quart d'heure de retard, donc on a réussi à pas mal récupérer dans cette étape. L'échappée part au bout de 2 km à peu près, une échappée de 4 coureurs. On retrouve Armirail, comme la veille, qui est accompagné de Fedorov, Van Moer et Leknesund. Échappier qui va prendre 1 minute 15 d'avance assez rapidement, puis 2 minutes 30, quasiment 3 minutes, à 172 km de l'arrivée, on a 2,47 d'avance, et puis l'écart va se stabiliser et redescendre aux alentours des 2 minutes. On a des chutes du côté de cette étape. Ça commence à 164 km de l'arrivée avec une chute, avec là encore 2 hommes dans l'échappée, Fedorov et Leknesund, qui tombent dans un virage. À ce moment-là, la route était extrêmement humide. On aura également à 110 km de l'arrivée la chute d'Alexis Renard, mais une chute sans grande conséquence. Le coureur de la Cofidis arrive à repartir à ce moment-là et à l'échapper à 2 minutes 28 d'avance sur le peloton. Et puis à 103 km de l'arrivée, une nouvelle chute assez importante cette fois-ci, avec dans un premier temps Dunbar et Yates, puis quelques kilomètres après, alors que Dunbar allait re-rentrer dans le peloton, nouvelle chute là un peu plus massive, à l'intérieur de laquelle on a Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre, Mohoric, on a de nouveau Dunbar, Fred White, nous avons 3 lotos dont Van Edvelt, Jordan Gegat et Søren Vareskjold. Ces coureurs vont mettre un petit peu de temps à revenir, notamment Van Edvelt, extrêmement râpé sur de nombreuses parties du corps. L'échappée qui va, à partir de 80 km de l'arrivée, perdre beaucoup de temps très rapidement. 1,40 à 80 km de l'arrivée, l'écart diminue à peine 50 secondes à 62 km de l'arrivée. À ce moment-là, Carlos Rodriguez a un problème technique. C'est pas le meilleur moment parce qu'on commence à arriver pas très loin d'étape, c'est-à-dire du bord de mer du côté de cette étape. Et à ce moment-là, on savait pas trop comment le vent allait frapper sur la course. Heureusement pour le coureur espagnol, le vent n'était pas extrêmement puissant. Sur le bord de mer, on arrive à 54 km de l'arrivée au sprint intermédiaire. Du côté de l'échappée, c'est Fedorov qui l'emporte.
avec dans les deux cas Armirail qui part de très loin et ça n'a pas été véritablement une réussite. Ce qui fait qu'il a fait 2 jours en échappée, 0 point marqué au niveau du classement de la montagne. On peut pas dire qu'en termes de rentabilité, ça soit exceptionnel. Et puis, dans le peloton, deux situations d'énervement, parce que du côté de France Télévisions, alors j'ai regardé encore une fois le Tour de France, je regarde sur France Télévisions, et en plus, avec ma box, je ne sais pas pourquoi, à certains moments de l'étape, j'ai des coupures de son. C'est un petit peu chiant, mais bon, encore une fois, comme chaque année, je regarde sur France Télévisions. Mais donc, on a Jonathan Milan qui s'énerve envers Guirmeil, et Coca qui s'énerve envers Paul Penouet. Ça, France Télévisions n'en a pas parlé, alors que ce sont 2 coureurs français. Alors, autant du côté de Milan, il y a un petit coup de coude, mais vraiment léger. Mais voilà, il y a un coup de coude de la part de Guirmeil sur Milan. Après, 2e jour du Tour de France, 2e sprint intermédiaire, on commence déjà à s'engueuler. Je me demande ce que ça va être dans 4 jours. À Laval, qu'est-ce que ça va donner à Laval, quoi. Il y a un moment, il faut se détendre. La course est encore longue. Milan, en plus, remporte le sprint intermédiaire du côté du peloton. Alors, il a peut-être eu peur, mais bon, déjà, je voudrais quand même pas être méchant, mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Milan, c'est pas le mec le plus clean sur les sprints, quand même. Alors que Binyam Guirmeil est plutôt un coureur plutôt sympa, qui a plutôt tendance à se faire enfermer dans les sprints. Je trouve que le coup de coude était léger, comme le disait Jalabert, à une époque il y avait des mecs qui faisaient des droites-gauche dans les sprints, c'était beaucoup plus offensif. Donc là je me dis quand même que du côté de Milan, on aurait pu être beaucoup plus calme, parce qu'on avait l'impression vraiment qu'il avait fait un attentat, Guirmeil. Et Coca, oui, nerveux envers Penouet. Alors là je ne sais pas pourquoi, on n'a pas les images du côté du ralenti, en sachant que le ralenti Milan-Guirmeil, j'ai trouvé sur Twitter. C'est un mec qui a repris des images de la NBC. Donc voilà, des images américaines. À 52 km de l'arrivée, Adam Yates, problème technique sur son vélo, mais ça va, il arrive à re-rentrer sans trop de problèmes. Par contre, mauvaise nouvelle pour les Français, à 33 km de l'arrivée, c'est Champoussin qui a un problème, alors qu'on arrive dans les 3 dernières difficultés du jour, donc ça n'était vraiment pas le meilleur moment, comme la chute entre Trochon et Jonathan Milan, alors que Jonathan Milan faisait jusqu'à ce moment-là du bon boulot. On arrive à 9 km de l'arrivée, je fais une petite ellipse narrative. Attaque de Jorgensen, alors que jusqu'à ce moment-là, on est dans la côte, l'avant-dernière côte de la journée au niveau du classement de la montagne. Jusqu'à ce moment-là, c'était la Groupama FDJ qui avait fait un énorme pied de côte de Saint-Étienne-au-Mont, voilà, j'ai retrouvé le nom des communes, et Jorgensen va attaquer, il va être suivi par Romain Grégoire, Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, Vauquelin et Narvaez sont lâchés dans un premier temps, puis ils reviennent, et ça revient de nouveau de l'arrière. On se retrouve dans le peloton avec de nouveau des attaques après la côte d'Outreau, avec Vauquelin, avec Jorgensen, avec Oscar Onley également, à un moment, qui va attaquer. On va avoir à ce moment-là, c'est Lutsenko, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui revient dans la roue de Vauquelin et de Jorgensen. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont repris, c'est Lipovitz qui tente un contre, à environ 1 km 500 de l'arrivée, en sachant qu'il y avait des ralentisseurs qui n'étaient pas indiqués, sur le roadbook de la course. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi hier, quand je vous ai fait la présentation de l'étape dans le final, je vous ai bien montré que les dernières difficultés, elles étaient à 2 bandes de l'arrivée. Or, il y avait des ralentisseurs qui n'étaient pas indiqués sur le roadbook. Je trouve ça pas top, voilà, parce que jusqu'à 1 km de l'arrivée, on avait des ralentisseurs. Bon, ça va, il n'y a pas eu de problème, parce que les mecs ont Vélo Viewer et normalement les briefings se font correctement. Mais ça serait bien d'avoir quand même un roadbook un minimum précis du côté d'ASO. Et puis à la fin, Van Der Poel se retrouve bien positionné. Alaphilippe tente une accélération à 500 mètres, mais il revient très vite dans le rang. Et puis Van Der Poel accélère et il ne sera pas rattrapé par Pogacar qui lance peut-être son sprint d'un peu tard. Vingegaard 3e, devant Grégoire et Alaphilippe qui font 4 et 5 du côté de cette étape. Pour les Français, on regarde tout de suite le bilan des Bleus.
Avant de regarder le bilan des Bleus, j'allais faire une petite bêtise. Note de l'étape, bah oui, dis donc, je suis pas bien réveillé. Note de l'étape, j'ai mis 13 sur 20. 13 sur 20, pourquoi? J'aurais aimé presque qu'il y ait plus de pluie sur la fin, parce que je pense que s'il y avait eu une route humide sur la fin, ça aurait changé la donne et on aurait pu anticiper un petit peu. Là, le fait qu'on ait fini sur une route sèche, on ne pouvait pas anticiper. On savait qu'on allait se diriger vers un sprint. C'est dommage aussi, ça manquait un petit peu de vent dans les 40 derniers kilomètres, ce qui fait qu'on n'a pas eu de bordure. En gros, pourquoi je mets 13 sur 20? Parce que ce qu'on avait imaginé ce matin, on l'a eu, mais on n'a pas eu plus. On n'a pas eu un truc encore supplémentaire. C'est une belle étape, voilà. Les premières heures de course n'ont pas été extrêmement passionnantes. Voilà, pour moi, c'est un 13 sur 20. C'est une note d'encouragement. S'il y avait eu cette petite pluie, ce vent également, ça aurait été encore mieux du côté de cette étape. Allez, on regarde désormais le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, globalement, c'est une bonne journée. Encore une fois, certains vont dire on veut la victoire, un peu à la Bernard Hinault. On le sait qu'on n'a pas forcément les coureurs pour avoir une victoire générale. Par rapport au niveau global qu'a la France actuellement, je trouve que c'est une bonne journée. On a quand même pas mal de coureurs dans le top 10. Alors oui, on aurait aimé une victoire. Il y a des circonstances de course qui ont fait que ça ne l'a pas fait. Moi, j'ai bien aimé aujourd'hui l'attitude de la Groupama FDJ, l'attitude autour de Romain Grégoire, parce qu'on l'a mis dans des conditions pour le mettre en confiance. On fait un énorme tempo avant la montée de Saint-Étienne-au-Mont, parce qu'on sait qu'ensuite, les coureurs qu'on a emmenés dans l'équipe ne serviront pas. Alors dommage, on aurait aimé peut-être un Valentin Madouas face à un gros tempo, peut-être pendant un peu plus longtemps. Bon voilà, il m'a juste manqué Madouas. Après, Romain Grégoire fait 4. Il fait 4 derrière 3 ogres. Il fait 4 derrière Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard. Tu veux regretter quoi aujourd'hui? Il n'est pas au niveau de ces coureurs-là pour le moment. Voilà. Il tombe face à 4 mecs qui sont plus forts. Hein. Face à 3 mecs, pardon, qui sont plus forts. Par contre, il bat Alaphilippe, il bat Remco Evenepoel aujourd'hui, Romain Grégoire. Il bat également Kevin Vauquelin. Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir de la part de Romain Grégoire. Il a joué son va-tout. L'équipe a bien fait son rôle. Je trouve que la Groupama, pour le moment, fait du bon boulot parce que c'est vrai que je m'attends pas à grand-chose de la Groupama, pour tout vous dire, sur ce Tour de France. J'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu. Grégoire, je l'avais pas mis parmi mes favoris. J'en avais même pas parlé ce matin, pour tout vous dire. Il fait une belle journée. Moi, j'ai bien aimé également Guillaume Martin dans le premier groupe. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est vraiment pas un terrain qu'il apprécie beaucoup plus que ça, les côtes extrêmement courtes. Même si c'est un coureur qui arrive à se débrouiller dans ce registre punchy, c'est depuis longtemps qu'il fait plus forcément des efforts si courts que ça, Guillaume Martin. Mais il s'en sort toujours bien dans ce registre-là, un peu punchy. Donc là, ça a bien marché. Et puis, il a réussi à bien se positionner aussi. Donc, belle journée de la part de Guillaume Martin également. Deuxième coureur top, Vauquelin. Il était fort aujourd'hui. Je pense qu'il se fait avoir en termes de placement sur l'accélération de Jorgensen à 9 bornes de l'arrivée où il se fait lâcher. Il revient avec Narvaez. Narvaez, c'est pas un peintre, hein, donc sur ce registre-là, il a été bon. Oui, il est un peu énervé à l'arrivée que Jorgensen n'ait pas roulé. Moi, j'ai du mal à comprendre l'attitude de Jorgensen aussi, parce que alors, je pense qu'il a commencé à rouler quand on lui a dit dans l'oreillette de rouler. Mais bon, des fois, il faut savoir prendre des initiatives aussi. Hein. Si tu attends à chaque fois que ce soit le mec dans l'oreillette qui te dise quand rouler, quand attaquer, quand tout faire, tu risques de pas gagner grand-chose en termes de course. Là, oui, pour moi, Jorgensen, il doit rouler. Pourquoi il doit rouler? Pas forcément pour aider Vauquelin, mais parce que en participant à cette échappée à 2, il va fatiguer les équipiers de la UAE. Voilà la raison. Si Jorgensen roule peut-être un peu plus longtemps, Almeida peut-être qu'il ne peut pas faire autant de kilomètres, ou que l'écart s'agrandit, puis après, pourquoi pas une victoire d'étape? Qui dit victoire d'étape si Van Der Poel fait 3?
ça veut dire que Pogacar, il prend pas de bonification. Les 2 secondes, en gros, qu'a perdu aujourd'hui Vingegaard, peut-être qu'il les part pas si tu roules avec Vauquelin. Pour moi, il avait tout intérêt à rouler. Sauf qu'on s'aperçoit bien que il attend l'ordre dans l'oreillette. C'est dommage. Après, c'est pas le seul. Le problème Jorgensen, des coureurs oreillettes, on en connaît des dizaines aujourd'hui dans le peloton, qui ne prennent pas véritablement d'initiative ou qui n'ont pas d'instinct, forcément, qui ne sentent pas la course. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui, Jorgensen s'est roulé avec Vauquelin. Alors déjà, il peut peut-être aller chercher une victoire d'étape, mais il évite que Pogacar prenne peut-être des bonifications. Donc ça aurait été une belle opération pour Kevin Vauquelin. Donc voilà, dommage pour le Français, mais pour moi, moi j'ai l'impression qu'il était peut-être un peu loin. Mais tu vois, il y a 2-3 coureurs, je pense qu'il a dû se faire avoir par un coureur qui a craqué devant lui lors de l'attaque de Jorgensen. Parce qu'il devait être dans le top 10. Sauf que si tu as un coureur qui est 7ème et qui craque, vu qu'il y avait énormément de spectateurs dans la montée de Saint-Étienne-au-Mont, c'était en file indienne. Donc c'était très compliqué de dépasser un coureur qui craquait. Et c'est peut-être là où Vauquelin a perdu du temps et que la cassure s'est faite. Après, voilà, c'est plutôt une bonne journée pour le Français, mais forcément, il y a un petit peu de frustration pour lui. Et puis, je termine avec Félix Gall. Perd pas de temps aujourd'hui, Félix Gall. Ça, c'est une bonne journée. Parce que Félix Gall, l'étape du jour, quand je l'ai vu à l'arrière, à 17 bornes de l'arrivée, je me suis dit, allez, c'est bon, Gall, il va se prendre 40 secondes encore dans la tête. Quand je voyais en plus la boule comme ça à l'avant et l'impossibilité de remonter, et la description de la montée de Saint-Étienne-au-Mont, pardon, j'ai eu un petit bâillement qu'avait fait Thomas Voeckler. Alors je me suis dit, il est mort, Gall, il est vraiment mort sur cette étape, en étant placé aussi loin, c'est fini. Et puis, je ne sais pas par quel miracle, il arrive à se retrouver dans le deuxième groupe, qui arrive à revenir sur le groupe Evenepoel, Vauquelin, Evenepoel, oui, Vauquelin à ce moment-là, Pogacar, Vingegaard. Et il fait pas une mauvaise étape. En plus, Aurélien Paré-Peintre a tenté sa chance aujourd'hui du côté de la Décathlon AG2R. Donc c'est plutôt une belle journée du côté de Félix Gall. On peut noter également le résultat d'Alexandre Delettre, qui fait 11e aujourd'hui pour la Total Energy. Bon, il est tombé sur des coureurs très forts autour de lui. Et le Alexandre Delettre, je trouve, de 2025 est un petit peu moins fort, me semble-t-il, que Alexandre Delettre 2024, j'ai l'impression, notamment si je me fie aux manches de Coupe de France. En flop, du côté des Bleus, Aramburu finit très loin, 2 minutes 30 ou 50 de perdu par Aramburu. Sur une arrivée comme ça, j'aurais plus misé sur Aramburu que sur Brian Cocard sur cette étape. Alors, du côté de la Cofidis, Bourman n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Cocard a explosé, mais ce qui était tout à fait normal. Parce que pour moi c'était trop dur pour lui, et je vois pas pourquoi on n'a pas plus misé sur Aramburu, parce que aujourd'hui c'était son registre à Alex Aramburu. Alors est-ce qu'il était dans une journée moyenne, l'Espagnol? Au niveau des sensations, moi je me rappelle que sur le Tour du Pays Basque il flottait et qu'il était pas mauvais. Donc là, je pense que la pluie, c'est pas forcément un problème pour Aramburu. Je l'ai déjà vu bon sur l'Amstel également dans des conditions difficiles. Alors peut-être une méforme liée à un peu de fatigue du côté d'Aramburu, parce que c'est vrai qu'il a eu des gros pics de forme en avril et qu'il s'est peut-être pas remis de son mois d'avril. Mais c'est vrai que j'en attendais mieux du coureur espagnol, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu pouvais bien faire, tu pouvais faire des choses très intéressantes sur cette étape. Du côté d'Aramburu, dommage Champoussin, les problèmes techniques ont vraiment anéanti sa course. Du côté du coureur Astana, rapidement également. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. On passe au coureur au top. Et bien entendu, du côté des coureurs au top, Van Der Poel. Vous voyez, il est dur à battre quand même sur ce registre-là, Van Der Poel. Il est très compliqué à battre. On le sait, dans ses arrivées comme ça en boss, Pogacar il doit tout faire à la perfection pour battre Van Der Poel. Il a fait une petite erreur. Bon,
Van Der Poel en profite. Mais ce qui est très intéressant de voir, on l'a quasiment pas vu de la journée. On a vu les Groupama FDJ, on a vu Jorgensen, Vingegaard, on a vu un peu Pogačar et les UAE, on a vu les UF à un moment à l'avant du peloton, on a vu un moment les Tudor à l'avant du peloton, on a vu un peu les Alpecin à l'avant du peloton, mais c'est pas forcément l'équipe qu'on a le plus vue. Van Der Poel, on ne l'a pas vu de la journée. Il a su profiter du travail des autres. Il a su profiter des attaques des autres pour faire la sélection. C'est pas du tout lui qui a fait la sélection aujourd'hui. Et il a fait une super étape. Moi, j'avais un peu peur ce matin. C'est que je m'étais dit, Philipsen et maillot jaune. Je m'étais dit, est-ce qu'ils vont sacrifier Philipsen? Et je m'étais dit, si Philipsen tient lors de la côte à 30 bornes de l'arrivée, eh ben, ils vont peut-être... Van Der Poel va peut-être courir sur la défensive et ça va peut-être pas être l'idéal. Mais aujourd'hui, il fait pas une journée très offensive et pourtant il s'en sort extrêmement bien. Il a gardé son calme. Il a fait un énorme effort dans la montée finale à Boulogne, puisque tu sens que ça a été une journée éreintante quand même pour Van Der Poel. Il était bien cramasse à l'arrivée. Mais il a fait vraiment le job idéal. Il n'a pas commis d'erreur. Et le problème pour Pogačar, c'est quand Van Der Poel ne commet pas d'erreur, c'est difficile de le battre quand même, surtout dans un final en légère bosse. Peut-être que s'il y avait eu 7-8% en pourcentage sur la montée de Boulogne et pas 3,2, ça change la donne. C'est peut-être plus Pogačar qui peut remonter. C'était peut-être trop roulant au final pour Pogačar, pas assez pentu pour lui. Il aurait peut-être dû anticiper au final Tadej Pogačar. Mais après, du côté de Van Der Poel, on a fait du très très bon boulot aujourd'hui. Philipsen, quand même, il a des super jambes parce qu'aujourd'hui il finit à 20 secondes, 25-30 secondes. Chapeau Philipsen. Donc il va falloir s'en méfier demain et sur les sprints parce que les jambes sont là. Et puis du côté de Van Der Poel, très très belle victoire. Très beau résultat, il peut être vraiment que satisfait de sa journée. Il a fait le job. Voilà, aujourd'hui, il a fait le job Van Der Poel. Et puis, ça va le réconcilier peut-être avec le Tour de France et les grands tours, parce qu'il a toujours dit, les grands tours, ça ne me passionne pas. C'est pas là où je prends du plaisir. Demain, il va avoir le maillot jaune. Il peut le garder pendant quelques jours, ce maillot jaune. Il va peut-être un petit peu changer d'avis par rapport au Tour de France, parce que c'est vrai qu'il le disait. Alors, je pense qu'il a déjà un relationnel particulier avec le Tour de France, parce que c'est le petit-fils de Poulidor. Poulidor en France, ça reste une idole. Donc c'est sûr que passer derrière une légende, c'est pas simple. En France, Adrien Van Der Poel a moins marqué le cycliste que Poulidor. C'est pas pareil aux Pays-Bas. Mais il faut faire avec cette réputation-là et le fait que quand Van Der Poel est au départ d'une course en France, il a une pression médiatique qui est énorme. Peut-être plus importante même que lorsqu'il est aux Pays-Bas, Van Der Poel. Et puis après, les grands tours, c'est pas sa tasse de thé parce qu'il faut calculer ses efforts, parce que lui, il veut courir à l'attaque, il veut être offensif. Et puis parce que ses qualités conviennent mieux à des classiques également du côté de Van Der Poel. Mais quand une étape correspond à son registre, comme aujourd'hui, comme à Mur de Bretagne également, ou encore l'étape de lundi prochain, eh bien là tout de suite, il arrive à faire des bons résultats et à faire des très très bonnes choses. Et son équipe en plus a fait du bon boulot aussi également. Donc c'est une très belle journée. Vingegaard, il perd que 2 secondes aujourd'hui sur un profil qui n'est pas son registre. Il arrive même à finir 3e de l'étape. Il a été offensif aujourd'hui. Il a tenté, il a accéléré. Il a fait des attaques. Enfin, des accélérations, on va dire. Il a augmenté le rythme de peloton. Je pense que la stratégie ce matin de la Visma, c'était essayer de tester la UAE. Et je pense que la stratégie de la UAE, c'était de montrer à la Visma qu'ils avaient quand même un collectif aussi. Et je pense qu'il y a une bagarre psychologique qui s'est faite aujourd'hui, qui va peut-être continuer dans les prochains jours,
avec une Visma qui va être offensive, face à une UAE qui va avoir pour objectif de répliquer à chaque fois, et de répliquer notamment avec des équipiers pour faire décroître les ambitions de la Visma Leasebike et la confiance qu'a la Visma Leasebike dans son collectif. Et là, je crois que ça va être le véritable objectif du côté de la UAE. Aujourd'hui, moi j'ai trouvé Vingegaard très intéressant, encore une fois sur un terrain qui ne lui convient pas, et surtout bien plus offensif que d'habitude. Alors, plus offensif pour du Vingegaard, mais encore une fois, avant, sur un terrain comme ça qui ne lui convenait pas, il aurait sucé la route Pogačar. Pendant toute la journée. Voilà. Il aurait été dans la route Pogačar. Bon. Là, tu vois qu'il a tenté un peu plus de choses, il a tenté d'anticiper. Je pense qu'il a compris que s'il veut aller chercher Pogačar, il va falloir vraiment être dans l'anticipation, ce qui va pas être évident hein, du tout. Mais j'aime bien cette attitude-là de la part de Vingegaard, j'en ai déjà parlé. Et je trouve qu'aujourd'hui, il fait une belle étape. On a vu du bon Tige Benoît, on a vu bon Jorgensen. Alors dommage Jorgensen, encore une fois, pour moi, il fait une erreur, c'est de ne pas rouler avec Vauquelin. Mais pour le reste, je trouve que du côté de Vingegaard, on fait une belle étape. On perd 2 secondes par rapport à Pogačar, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, encore une fois, on se met en confiance pour la suite de la course. Et il a besoin de ça, Vingegaard. Il a besoin d'avoir de la confiance. Il a besoin de voir qu'il est pas si loin de Pogačar. Il a besoin de ça, je pense, Vingegaard en ce moment. Et je trouve que ça court bien. Voilà. Donc, on va voir maintenant la suite du côté de Vingegaard. Mais ça peut être très intéressant pour la suite. Le tour est loin encore d'être fini. Et je trouve qu'il a plutôt une manière de courir intéressante. Alors certains vont dire qu'il court peut-être de cette manière-là parce qu'il sait qu'il ne pourra pas rivaliser avec Pogačar en haute montagne. C'est peut-être la réalité aussi. Mais au moins, on a un peu d'attrait autour de Vingegaard aujourd'hui. Et puis je termine avec Pogačar. Certes, il ne gagne pas, mais il prend 2 secondes sur Vingegaard. Il prend 2 secondes sur ses adversaires. La journée a plutôt été bonne. Il a fait une belle étape. Il tombe sur plus fort que lui. Enfin, il tombe sur un adversaire contre lequel il ne peut pas faire d'erreur. Ou il doit courir au millimètre. Voilà, c'est la particularité de Van Der Poel. Aujourd'hui, face à Van Der Poel, il faut qu'il court au millimètre. Quand il court au millimètre face à Van Der Poel, il le bat. Mais il doit, sur un terrain comme ça à 2000 mètres de dénivelé positif, il doit forcément courir au millimètre et commettre aucune erreur et pas être dans l'improvisation. C'est être dans un truc préparé, acté le matin même. Et ça, c'est moins la spécialité de Pogačar, qui est très bon dans l'instinct et dans l'improvisation. Là, quand il faut tout faire au millimètre, c'est un peu moins sa came du côté de Pogačar. Et Van Der Poel, lui, il a réussi à tout mettre en place et il tombe face à un adversaire qui est plus fort que lui aujourd'hui. Mais ça reste encore une belle étape du côté de Pogačar. Et puis, je pense que la confiance est là du côté du Slovène. Il voit quand même que de toute manière, à part chute et abandon, il sera deuxième du Tour de France. Je crois qu'on a compris désormais, ça va être un duel. Evenepoel est en dessous, Roglic, Lipovic, ça suit pas la cadence. Les Français sont pas suffisamment forts. Enric Mas, c'est trop léger encore. C'est un peu trop tôt dans l'année. Bon, ils savent que ça va être un duel. Donc maintenant, il sait qu'il a un adversaire à suivre. C'est quand même plus facile que quand tu as 15 adversaires à suivre. Et je trouve que là aujourd'hui, c'est une étape intéressante pour le cours de la UAE. Il prend plus de bonifications. Bon, il sait que c'est pas mal. Et puis il peut déjà commencer à se projeter quand même à partir de maintenant sur le contre-la-montre de Caen, qui sera le prochain moment important de ce Tour de France. Donc on va suivre ça avec intérêt de la part de Tadej Pogačar. On regarde tout de suite les bonnes dames. Les bonnes dames du jour, premier Ineos. C'est pas un bon début de Tour de France pour Ineos. Hier, abandon de Ghana, perte de temps de la part de ses leaders hier.
Aujourd'hui, Rodriguez rebelote, hein, il repère encore du temps. Geraint Thomas aussi, Axel Laurence peut pas jouer la gagne. Arensman, dégringolade complète, inexistant sur ce début de course. Après, c'est pas une surprise de la part d'Arensman qui a déjà perdu 7 minutes 30 à Arensman. Je rappelle que c'est un bon moteur diesel hein, sur les débuts de course. Et un Carlos Rodriguez qui est loin. Voilà, qui est loin déjà. Après seulement 2 jours de course, Carlos Rodriguez, il a 1,20. Ce qui est énorme hein, de Van Der Poel. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui. Ça fait 2 jours qu'il perd du temps, 2 jours qu'il n'arrive pas à suivre la cadence. J'ai pas l'impression qu'il ait des super jambes. Et Carlos Rodriguez, quand tu regardes en plus sa première partie de saison, on peut pas dire qu'on soit vraiment rassuré par rapport aux années précédentes. Pour le moment, je le trouve quand même loin du niveau qu'il avait les 2 dernières années. Je le trouve en dessous. Et là, c'est quand même pas très rassurant pour l'Espagnol. Vu le temps qu'il a perdu depuis le début de course, je trouve que ça fait beaucoup voilà, pour Carlos Rodriguez. Donc il va falloir réussir à se remettre devant, parce que sinon, pour la Ineos, les 3 semaines vont être longues. Hein. Si ils ont personne pour le général, parce que Geraint Thomas est aussi à 1,20. Si en plus de tout ça, au niveau des sprints, ils n'arrivent pas à se coordonner, ils n'arrivent pas à vraiment tout bien faire, s'il y a plein de paramètres comme cela, ça risque d'être différent. Donc là, il va falloir être beaucoup plus efficace du côté de l'équipe. Mais pour l'instant, je ne suis pas véritablement convaincu par la Ineos. Je trouve que le début de course est extrêmement compliqué. Là, aujourd'hui, il y a un Ineos dans le groupe de tête, je crois même pas. Hein. Je crois qu'ils étaient tous derrière. Oui, c'est Carlos Rodriguez le premier, donc il n'y a aucun Ineos dans le premier groupe. C'est pas très rassurant. Collectivement, ils n'ont pas l'air d'être là. Les leaders ont l'air d'être absents. Bon, 3 semaines, ça peut être long dans ces conditions-là. Donc j'espère que Ineos va réussir à redresser la tête dans les prochains jours. Mais sinon, ça pourrait être peut-être le pire grand tour, le pire Tour de France de l'histoire d'Ineos et Sky mélangés depuis la création de cette formation. Donc c'est pas très l'idéal, surtout quand tu attires un co-sponsor maillot comme Total Energy. Voilà, on veut des résultats du côté de la Total Energy. Du côté de cette formation, sachant qu'on a eu le retour de Dave Bradford dans l'équipe pour le Tour de France, lui qui a été parti du côté de Manchester United. Skelmose, oui. Alors il n'a pas été aidé aujourd'hui, il est tombé Skelmose, je crois, il a été ralenti par une chute à un moment. Mais c'est vrai qu'il n'est pas dans l'emballage final sur une étape comme celle-là, seulement 23e. Alors qu'on sait que il a les qualités normalement pour faire un bon résultat sur ce type de montée. Milan a pourtant fait un énorme travail pour le placer. L'équipe a plutôt bien bossé sur les phases de plat. Après en montée, on savait qu'il devait se débrouiller seul, ce qui est le Moseux, mais il le sait depuis le départ. Mais je trouve que Milan a fait vraiment un bon boulot dans les bosses. Et il était meilleur dans les bosses que sur le dernier Dauphiné. Mais Skelmose est déjà pas dans le premier groupe. Il revient de l'arrière, mais il est quand même distancé. Or, on est sur un registre qui lui convient, avec ses bosses très courtes, comme sur l'Amstel qu'il a remporté, avec une arrivée légèrement en faux plat montant. On sait qu'il est très bon dans ce registre-là, qu'il a une énorme pointe de vitesse. C'est sûr que c'est surprenant de ne pas le voir aux avant-postes, alors qu'on connaît les qualités quand même de ce coureur. Donc oui, assez surpris au final par la journée de Skelmose. J'en attendais plus de Matthias Skelmose du côté de cette étape. Je reste un peu sur ma faim, pour tout vous dire, du côté de ce coureur. On poursuit du côté des bonnets dames. Forcément Van de Velde, c'était pas le jour où il fallait tomber pour Van de Velde. C'était pas le jour où il fallait tomber parce que là on est aussi sur un type d'arrivée qui correspond à ses qualités. On sait qu'il a déjà montré des très bonnes choses
notamment face à Primož Roglič dans ce registre-là, qu'il a déjà été, en passant à Primož Roglič, qui depuis le début de course est quand même très discret, hein, seulement 22e aujourd'hui, mais on sait que le coureur de la Lotto est vraiment très bon dans ce registre en montée un peu punchy, qu'il est capable de rivaliser avec les très très bons coureurs, mais il est tombé assez lourdement à 100 km de l'arrivée et forcément c'est pas une bonne nouvelle pour lui parce qu'il finit très loin. Van het Velt, il finit 145e, c'est-à-dire il finit dans le groupe à 5 minutes je crois, hein. Et il finit dans le groupe à 7,49 pardon aujourd'hui du côté du coureur de la Lotto. Donc forcément les objectifs de classement général c'est fini. Autant vous dire que ça aurait quand même fait du bien à la Lotto d'avoir un bon classement général pour les points UCI. Bon, il a l'air quand même d'être un peu amoché, donc les attaques dans les prochains jours ça va être compliqué. Dommage, l'étape de Vire en Normandie ou Mur de Bretagne, ça correspondait aussi à ses qualités, plus peut-être que les Pyrénées et que les Alpes. Donc c'est vraiment pas l'idéal pour Lennart Van het Velt et pour cette équipe Lotto. Parce qu'on ne peut pas dire que le niveau pour le moment d'Arnaud Delis soit exceptionnel. J'ai entendu son interview ce matin. Ça n'avait pas l'air de l'inquiéter plus que ça de ne pas être dans la première bordure. Hein. On a l'impression qu'il en avait rien à foutre. C'est assez stupéfiant quand même du côté d'Arnaud Delis. Il faudrait peut-être réussir à un moment à l'engueuler, à le remobiliser du côté des entraîneurs. Parce que j'ai l'impression que le mec il n'est pas dans la première bordure. Il est dans une équipe belge. Normalement, c'est un peu la honte nationale. Et le mec, non, ça va. Ça va. Oh, c'est une journée moyenne. Sans déconner. Mais du côté de Van het Velt, oui, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, heureusement, du côté de la Lotto, vous avez Beck Moès qui fait 10e, ce qui apporte 30 points UCI sur ce Tour de France. Mais c'est sûr que pour Van het Velt, le général, c'est mort. Et il va falloir voir comment il récupère dans les prochains jours du côté du coureur belge, mais ouais, dommageable pour lui. Puis je termine avec l'AEF. On a beaucoup roulé aujourd'hui du côté de l'AEF pour Nelson Poles. On aurait peut-être pu rouler pour Vandenberg aussi en passant, mais on a roulé pour Poles. Il fait 20e, 19e aujourd'hui Nelson Poles, et il a été invisible hein. Sur la fin de course, on n'a pas vu son maillot du côté de l'EF. C'est monté peut-être un peu trop vite pour lui. Et je pense que du côté de l'AEF, j'ai été surpris quand même de les voir à l'avant du peloton parce que je me suis dit, on roule pour Poles. Est-ce qu'il a vraiment des super jambes Poles? Et je me suis dit, est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir mis dans mes favoris? Bon, au final, ce soir, je n'en regrette pas. Pour moi, ça roulait un peu trop vite pour Poles. Il y avait trop de grands leaders devant lui aujourd'hui et Poles, ça fait partie des coureurs qui auraient dû anticiper. On a peut-être sacrifié Benelli extrêmement tôt aussi. Moi j'aurais peut-être utilisé plus tard Benelli. Je trouve c'est l'un des premiers à avoir roulé au final Benelli et je pense qu'il aurait pu être plus intéressant dans les portions vallonnées. Et puis oui, Nelson Poles, c'est bon, il a remporté une année à la Classica San Sebastián, mais c'était vachement plus difficile. Certes, il a remporté une course sur les pavés cette année en battant Van Aert. Oui, mais il y avait des pavés. Là, c'était un peu trop plat et un peu trop lisse au niveau du goudron alors pour qu'il puisse s'imposer aujourd'hui. Donc, dommage qu'on ait utilisé autant d'énergie pour une 19e place. Là, je pense qu'en termes de stratégie, on aurait pu faire beaucoup mieux du côté de la formation américaine. On regarde tout de suite les différents classements pour finir. On regarde le classement de l'étape. Donc avec la victoire de Mathieu Van Der Poel, le néerlandais devant Pogacar, Vingegaard. Grégoire Alaphilippe fait 5e, malgré l'erreur d'avoir fait un effort à 500 mètres. Et bon, j'ai pas trop compris pourquoi il avait accéléré à 500 mètres. On a ensuite Oscar Onley, Paré-Peintre, Vauquelin, Velasco, Beck Moès. Delettre est également dans le premier groupe, comme Guillaume Martin du côté de cette journée. Et Quentin Paché, mais qui a fait le job pour Romain Grégoire. Parmi les coureurs qui ont perdu 30 secondes aujourd'hui, Tobias Aland, Johannessen. Vous avez également Terrada, donc Carlos Rodriguez, Joseph Blackmore, également qui a perdu du temps, Ben O'Connor, Jordan Jegat qui est tombé aujourd'hui.
Voilà parmi les leaders qui ont perdu du temps du côté du classement général. Le classement du maillot vert, eh bien c'est Philipsen qui est en tête avec 71 points devant Guilherme Van Der Poel. Turgis, Milan est 5e et Pogačar 6e. Le classement de la montagne, c'est Pogačar qui est en tête et qui porte donc le maillot à pois devant Tim Wellens et Benjamin Thomas. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les baroudeurs, hein, que Pogačar a déjà récupéré quelques points sur des étapes dites faciles. Vauquelin en tête du maillot blanc, et ça c'est une bonne nouvelle, avec en plus, alors il doit y avoir une erreur, parce que normalement, Evenepoel est toujours en maillot blanc. Je pense qu'il y a une erreur sur mon classement, parce que normalement c'est pas Kevin Vauquelin. Ah bah si, parce que oui, j'avais oublié, Remco Evenepoel il a perdu du temps le premier jour, donc si, c'est Kevin Vauquelin qui est maillot blanc, devant Blackmore et Skelmose. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le français, et puis ça va apporter de la visibilité à sa formation. Et puis la Groupama est en tête du classement par équipe, ça aussi c'est une bonne nouvelle, devant la Visma, Alpecin, UAE, Cofidis, Arkea, Team Total Energy, Decathlon, tir groupé 5 à 9, à 8 pardon. Donc c'est plutôt une belle journée du côté des Français. Voilà, on a fait une belle performance aujourd'hui, on peut être content de la journée, c'est une journée correcte, comme je le dis assez souvent. Eh bien nous on se retrouve demain 7h pour faire la présentation de l'étape numéro 3, un petit peu plus calme cette étape numéro 3 au niveau du parcours. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.